Bienvenue dans Source Ouverte, le podcast du CIGREF. Bonjour à tous, je suis ravie d'introduire ce nouveau podcast du CIGREF. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Aurélie Chautard, directrice de mission au CIGREF, et dans le cadre de mes missions dans cette association, j'anime la démarche d'orientation stratégique. Et donc cette démarche d'orientation stratégique, c'est quoi ? C'est une démarche que le CIGREF a initiée en 2020 et qui a conduit déjà à la publication de 5 rapports, dits rapports d'orientation stratégique. Dans cette démarche, nous travaillons en partenariat avec Futurible. Futurible qui est un cabinet de prospective fondé depuis 1960. Et donc, on travaille avec Futurible parce que c'est une démarche qui s'appuie sur un raisonnement prospectif sur une méthode de raisonnement prospectif pour analyser les grandes tendances du numérique pour les entreprises françaises et les administrations françaises à l'horizon de la prochaine décennie. Et donc, cette démarche, comme je l'ai déjà un peu mentionné, donne lieu à la publication actuelle d'un rapport d'orientation stratégique et dont les travaux sont pilotés par un conseil d'orientation stratégique composé de 6 administrateurs du CIGREF et de 6 personnalités qualifiées qui viennent en fait nous apporter une expertise un peu extérieure à celle que peut avoir le CIGREF. Et donc depuis 2 ans, en parallèle de ce conseil d'orientation stratégique, nous avons également un conseil d'orientation stratégique jeune, composé de 70 collaborateurs de moins de 30 ans, issus de 40 organisations membres du CIGREF. Dans cette première vidéo, dans ce premier podcast, nous allons revenir sur l'édition 2024 de ce rapport d'orientation stratégique. Un rapport qui a cherché en fait à aller un peu plus loin que dans les éditions précédentes, parce qu'en plus d'essayer de comprendre et d'anticiper le cours des événements pour le secteur numérique en France, nous avons cherché à dessiner les orientations stratégiques que le CIGREF et ses membres pourraient prendre pour répondre aux grands enjeux posés par les évolutions à venir. Et donc concrètement, ce rapport d'orientation stratégique 2024 propose 5 feuilles de route pour atteindre des situations que nous avons collectivement définies comme désirables à l'horizon 2040. Et donc ces feuilles de route, en fait, elles répondent à 5 grandes questions stratégiques soulevées par les réflexions des années précédentes. Et donc le commencement de ce nouveau podcast du CIGREF proposera une série de 5 podcasts consacrés donc aux 5 questions stratégiques du rapport d'orientation 2024. Et donc, dans cette première vidéo, nous allons commencer par traiter de la question 2 dans le rapport qui s'intitule « Que faire pour renforcer la sécurité dans l'espace numérique ?» Et donc pour répondre à cette question, je suis accompagnée d'Arthur. Bonjour Arthur, donc tu es membre du COS Jeune ou Conseil d'orientation stratégique jeune depuis 7 années et tu as donc participé à l'élaboration du rapport et tu y participes notamment en tant que représentant de Thales. Donc ma première question, elle est simple. Peux-tu m'en dire un peu plus sur ton poste et sur tes principales missions que tu mènes chez Thales et aussi nous en dire un peu plus sur ce que tu as pensé de ta participation au COS Jeune depuis 1 an. Merci Aurélie pour cette introduction. Donc effectivement, je m'appelle Arthur Godard, je suis manager sécurité des systèmes d'information chez Thales. Donc je suis en charge avec mon équipe de la stratégie de gestion des vulnérabilités à l'échelle d'une de nos entités. Et dans ce cadre-là, je vais être amené à développer des bases de connaissances, de l'outillage pour aider nos équipes opérationnelles à mettre en place les bonnes pratiques de maintien en conditions de sécurité de nos infrastructures numériques. Donc effectivement, comme tu l'as dit, j'ai rejoint le COS Jeune cette année. Donc ça a été une expérience enrichissante pour moi. C'était l'occasion déjà d'échanger avec des personnes venant d'entreprises qui sont un peu différentes de Thales. Alors il faut savoir que moi je suis donc diplômé d'une école d'ingénieur il y a à peu près 5 ans. Je suis rentré directement chez Thales après mon école. Donc j'ai pu voir différentes entités au sein du groupe Thales, mais je reste quand même avec une vision assez Thales centrée, si je puis dire. Donc c'était l'occasion effectivement d'échanger avec des camarades de EDF, du ministère des Armées, ministère de l'Intérieur notamment, et ça a été effectivement l'occasion d'appréhender leurs problématiques qui pouvaient parfois être un peu différentes des nôtres.
de voir aussi le niveau de maturité sur certains sujets assez innovants comme l'intelligence artificielle ou le cloud. Et effectivement, ça a été particulièrement enrichissant, notamment via la nouvelle méthodologie que j'ai découverte à ce moment-là, à savoir la prospective, qui m'a permis effectivement de prendre du recul sur ma façon d'envisager l'avenir, si je puis dire. Oui, tout à fait. Merci Arthur. C'est vrai qu'au SIGREF, on a poursuivi différents objectifs en créant ce conseil d'orientation stratégique jeune. Le premier, c'est diffuser toujours un peu plus ces méthodes de prospective chez nos membres, mais aussi, comme tu le mentionnais bien, c'est de créer un peu cette logique de réseau chez les jeunes collaborateurs du SIGREF, parce que ça fait aussi partie de l'ADN de notre association. Et donc, on l'a bien compris, la question qu'on traite sur la sécurité numérique, elle s'inscrit totalement dans le cadre de tes fonctions, des activités que tu as chez Thales. Parce que chez Thales, d'une certaine manière, tu participes à renforcer la sécurité dans l'espace numérique. Et donc, dans ces différents podcasts, l'objectif n'est pas de répéter un peu ce qu'on a dans le rapport, mais bien d'essayer d'aller un cran plus loin. Par rapport à ce que vous pourrez retrouver dans ce rapport. Et donc, un des premiers éléments qu'on peut retrouver, c'est une ambition commune sur cette question-là, appelée situation désirable dans le rapport. Et donc, sur cette ambition commune, l'élément principal, c'est la nécessité d'une collaboration. C'est que pour renforcer l'espace numérique, renforcer la sécurité dans l'espace numérique, il y a la nécessité d'une véritable ambition politique sur le sujet et d'une collaboration renforcée entre acteurs publics, plus privés, pour arriver à cette situation d'un renforcement de la sécurité dans l'espace numérique. Et de plus, nous avons même été jusqu'à dire qu'il faudrait tendre à ce que la sécurité de l'espace numérique soit reconnue comme une priorité stratégique mondiale. Et donc pour cela, il faut favoriser la construction d'une société résiliente et adaptée au numérique. Et c'est en fait cette convergence d'efforts qui devrait se porter sur des domaines particuliers, notamment celui de l'éducation, de la préparation opérationnelle, mais aussi d'une réflexion stratégique commune sur les aspects légaux et la réglementation liée au numérique au niveau international. Et donc on perçoit, dans cette description de cette ambition qu'on a pu définir ensemble dans le rapport, on perçoit que vraiment l'accent il est mis sur la collaboration, la nécessité de collaborer entre différents acteurs, des acteurs spécialisés dans la sécurité numérique ou pas forcément. Et donc ma seconde question, c'est que selon toi, Arthur, est-ce qu'on se dirige dans la bonne direction vers cette ambition? Et est-ce que tu perçois donc un développement de la collaboration cyber dans ton entreprise, chez Thales, entre les entreprises, mais aussi plus généralement entre les entreprises et l'État? Alors oui, effectivement, je pense qu'on se dirige de façon évidente dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des exemples assez nombreux de cas de collaboration sur... que ce soit du privé-privé, du privé-public, du public-public aussi. Donc je vais donner quelques exemples pour étayer ces propos. Je pense notamment à des collaborations dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Donc ça a été le cas d'un conglomérat qui a regroupé un certain nombre d'États pour justement faire tomber l'acteur malveillant Lockbit il y a quelques mois. Donc ça c'est un exemple très concret de collaboration à l'échelle étatique aujourd'hui, et même pas uniquement au niveau de l'Europe, puisqu'on parle notamment des États-Unis, de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Donc ça, c'est un très bon exemple. Ensuite, il va y avoir des partenariats un peu plus spécifiques. Donc je pense notamment au Thales, on est un groupe qui est très présent dans le domaine militaire. Donc effectivement, aujourd'hui, on a des partenariats avec le ministère des Armées pour pouvoir faciliter la mise à disposition de personnel de Thales dans le cadre d'opérations de réserve militaire notamment, et spécialement sur le sujet de la cybersécurité, évidemment. Donc ça, c'est un très bon exemple, je pense, de cette coopération. Après, ça peut être aussi des coopérations privées. Donc je pense notamment aujourd'hui à une initiative au sein de Thales qui est l'entreprise Sense, qui est une joint venture entre Thales et Google pour permettre de développer un cloud de confiance, dit de confiance, en Europe, en s'appuyant à la fois sur les capacités techniques de Google et son expertise dans le cloud, et sur la souveraineté déjà de l'entreprise Thales pour l'Europe, et sur sa spécialisation justement en cybersécurité, et pour pouvoir
proposer à nos clients une solution de confiance en fait. Donc voilà, ça, c'est tout un ensemble d'exemples qui me font penser qu'aujourd'hui on se dirige dans la bonne direction. Pour autant, il reste encore du chemin à gravir. Je pense notamment à notre impact sur le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, pour l'innovation, pour le soutien aux entreprises, aux PME, aux ETI, il y a beaucoup de mécanismes qui sont mis en place, donc notamment les CERT territoriaux, qui vont être un partenariat finalement entre du public et du privé, avec la participation de certaines entreprises de services numériques qui vont aider les entreprises justement à se sécuriser, mais aussi à travers l'ANSSI tout simplement, qui va apporter ses compétences et donner les bonnes directions. Et enfin, voilà, le point qui pour moi est un peu laissé en suspens pour le moment et qui devrait être, sur lequel on devrait mettre un peu plus accent, c'est la partie sensibilisation du grand public finalement, puisque le grand public, tout à chacun, est aussi acteur de cette sécurité du numérique. Donc récemment, il y a eu malheureusement un leak de données qui a eu lieu chez un opérateur télécom assez connu et qui a donné lieu justement à la diffusion sur le dark web de millions de données bancaires notamment, personnelles, liées aux usagers. Et aujourd'hui, ça pose un gros problème de sécurité au niveau de ces usagers, puisque tout simplement, ils peuvent être amenés à se faire arnaquer, tout simplement. Donc moi, ça m'est arrivé à titre personnel, moi, chez mes parents plutôt. J'ai la chance d'être un peu sensibilisé au sujet, mais j'ai ma mère, par exemple, qui a déjà été victime d'une escroquerie de ce type-là. Et je sais aujourd'hui que, notamment Guillaume Poupard, qui est un grand nom dans le domaine de la cybersécurité, souhaiterait en tout cas que aujourd'hui soit mise en place à l'échelle nationale une sensibilisation un peu plus poussée au sujet de la cybersécurité, pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice de la sécurisation de notre espace numérique. Oui, tout à fait. C'est une super transition pour ma prochaine question. Donc, ce que tu viens de définir là, c'est vraiment un peu le point de départ dans lequel on est. Bon, on a quand même des pistes de collaboration qui existent, qui sont déjà bien renforcées entre des entreprises, entre les entreprises et l'État au niveau national, mais aussi beaucoup plus local entre secteurs. Mais voilà, le point un peu faible que tu notes, c'est vraiment des efforts de sensibilisation encore à effectuer auprès de la population. Mais je sais aussi, c'est peut-être pas le cas chez Thales, qui est une entreprise assez, disons, qui dans sa culture a quand même cette notion de sécurité qui est très présente. Mais je sais que dans d'autres entreprises membres du SIGREF, la sensibilisation des collaborateurs déjà reste et demeure encore une question importante. Et donc dans le rapport, j'essaye toujours de faire le lien entre ton expertise et ce que nos auditeurs pourront retrouver dans le rapport. Nous sommes partis un peu de cette base commune, des démarches qui existent déjà sur le sujet, et nous avons défini des scénarios pour pousser un petit peu, dessiner des scénarios, des feuilles de route, des trajectoires qui partiraient de notre situation en 2024 pour parvenir à cette ambition en 2040 que j'ai définie un peu plus tôt. Et en fait, ces scénarios ont des points de départ différents. Et le premier scénario, intitulé « Coopération citoyenne au service d'un espace numérique sûr », part du principe en fait que la pression pour une plus grande collaboration, une plus grande sécurisation de l'espace numérique viendrait du citoyen. Parce que ces citoyens en fait seront victimes de beaucoup de cyberattaques, comme tu me l'as mentionné en dernier, et donc auraient cette envie de pousser un peu plus le sujet auprès de leur entreprise, du politique, et feraient pression pour la sécurisation, une sécurisation renforcée de l'espace numérique. Et donc cette sensibilisation, elle se ferait forcément avec les entreprises qui participeront à la sensibilisation accrue de leurs collaborateurs qui sont eux-mêmes des citoyens, et donc qui travailleront main dans la main entre entreprises et États pour aller vers une montée en compétences cyber de l'ensemble de la population. Donc en fait, de manière générale, c'est un scénario qui prévoit une mise à niveau collective sur les questions cyber. On a un second scénario intitulé « Une cybersécurité pilotée par les big tech ».
Donc là, qui prévoit pour le coup un désengagement complet des États sur les questions cyber, parce que il y a de nombreux conflits qui s'ouvrent dans le monde et du fait de difficultés financières croissantes, décide de se concentrer plutôt sur des moyens militaires physiques et délaisser un peu l'espace numérique. Et donc, ce seraient les big tech, les grandes entreprises de la tech américaine qui accompagneraient les entreprises dans leur montée en compétences cyber. Mais ce qui est un pendant un peu négatif, c'est que forcément, dans ce scénario, les entreprises voient leur dépendance envers ces grandes entreprises de la tech américaine se renforcer. Et donc on a un troisième scénario qui prend un peu le postulat inverse, en évoquant une montée en compétences cyber collectives pilotée cette fois par le secteur militaire, parce qu'en fait on part de l'idée qu'il y aurait une grande crise cyber de grande ampleur, massive, sur une infrastructure critique d'un pays occidental, donc que ce soit en Europe, aux États-Unis, ou qui pousserait qui créerait une militarisation encore accrue de l'espace numérique et donc une montée en sécurité poussée par le secteur militaire. Ici, il m'apparaît quand même important de rappeler que ces scénarios sont bien évidemment des archétypes. En plus, là, je les synthétise très rapidement, et que donc le futur, si on continue à se diriger vers notre ambition, se dessinera certainement à l'entrecroisement de ces différents chemins. Et donc, l'idée de ces scénarios, c'est plus de donner des pistes d'action à l'ensemble des acteurs numériques, aux acteurs qui sont soucieux, en tout cas, d'aller vers une plus grande sécurisation de l'espace numérique. Et donc, moi, ce que je note, en tout cas, en décrivant rapidement ces scénarios, c'est que nous voyons que le point de départ, quand même, c'est la détérioration du contexte international et l'ouverture de différents conflits dans le monde. Et donc, selon toi, Arthur, quelles sont et seront les principales conséquences de la dégradation du contexte géopolitique sur les activités des entreprises et surtout sur l'aspect cyber, qui est un peu plus notre question aujourd'hui? Oui, alors tout à fait. Alors les conséquences, on les voit déjà, évidemment, puisque les conflits, pour ne pas les citer, le conflit israélo-palestinien et le conflit ukraino-russe sont maintenant présents dans nos vies depuis quelques années déjà, donc on a déjà pu constater les premiers effets. Donc déjà, je dirais qu'il y a un effet qui est très opérationnel et finalement pas tant lié au monde numérique, mais vraiment au monde physique. Après, sur le monde un peu plus sur la partie cyber, sur la partie numérique, aujourd'hui, on ne note pas d'augmentation vraiment significative des attaques sur le temps long, en tout cas, aujourd'hui, chez nous notamment. Donc il peut y avoir par-ci par-là, dans le cadre de certaines communications notamment, des campagnes, donc notamment du DDoS, donc Distributed Denial of Service, donc la rupture de continuité de service occasionnée par des acteurs malveillants, notamment étatiques. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Ce qui va nous faire plus peur, ça va être les attaques un peu plus de temps long, c'est-à-dire les attaques un peu sophistiquées qui vont prendre du temps, où un acteur étatique ou sponsorisé par un État va essayer de s'introduire dans un système informatique d'une entreprise comme la nôtre et essayer de récupérer des données sensibles sur nos solutions, notamment, par exemple. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui va être vraiment les sujets qui vont nous forcer à nous préoccuper dans les années à venir. C'est vraiment de s'assurer, c'est exactement mon boulot, c'est s'assurer qu'on n'a pas de failles de sécurité qui peuvent donner lieu à soit la fuite de données sensibles, soit la rupture de continuité de service sur certaines de nos activités. Donc nous, aujourd'hui, chez Thales, on est sur la partie militaire, évidemment, mais on a aussi des services qui sont beaucoup plus présents auprès de nos concitoyens. Je pense notamment à des sujets bancaires, à des sujets IoT ou des sujets liés à la communication, donc notamment pour ce qui va être la communication mobile. Donc voilà, nous, on est vraiment concentrés en centrale et dans toutes nos entités pour s'assurer que le minimum de disruption de services et le minimum d'incidents puisse advenir dans le futur, liés à ces contextes géopolitiques incertains. Oui, tu parles beaucoup de continuité d'activité, mais j'ai souvenir que l'ANSSI communique de plus en plus aussi pour dire que les attaques en fait qui touchent beaucoup les entreprises, c'est aussi des attaques d'espionnage.
poussés par des groupes de cybercriminels qui ont souvent un rapport avec leur État. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu travailles, t'es amené à travailler ou qu'il y a une sensibilisation aussi? Parce que c'est souvent des types d'attaques peut-être un peu dont les cybercriminels cherchent un peu moins à se montrer et qui entraînent pas toujours de perte de continuité d'activité. Au contraire, le but c'est que continuer à travailler pour ensuite extraire de la donnée. Donc c'est aussi des choses que vous regardez, j'imagine. Ouais, évidemment. Donc si on parle un peu technique, le framework du NIST sur la cybersécurité, donc c'est cinq volets, notamment les 3 premiers qui vont moi qui va m'intéresser, c'est la partie Identify, notamment la partie Protect, et après il va y avoir la partie Detect, Response et Recover, qui vont être plutôt des sujets qui vont être côté équipe CERT, équipe SOC. Moi, à mon échelle, je me suis plus intéressé effectivement par m'assurer qu'on a une bonne cartographie de l'ensemble de nos activités, de l'ensemble de notre footprint numérique, tout simplement, et de m'assurer qu'on ait en place les bonnes politiques de sécurisation, qu'on mette en place les bonnes politiques de patching aussi. C'est tout simple, et ça c'est pareil, pour parler à tout à chacun, c'est important de patcher, de mettre à jour ses téléphones, ses appareils mobiles, mais aussi son PC, parce que on peut être affecté par une faille qui peut, notamment dans certains cas, être exploité à distance et sans interaction de votre part par des attaquants, et qui peut remettre en cause toute la sécurité de vos données personnelles, mais aussi évidemment, comme tu le disais, des données de l'entreprise, et permettre à un attaquant de s'insérer au sein de notre SI et d'attendre patiemment d'avoir accès à suffisamment de données pour pouvoir ensuite les exploiter. Oui, non, mais c'est important de le rappeler que le premier geste, souvent, c'est juste au moins de mettre à jour ses équipements. Donc voilà, on parlait des conséquences géopolitiques. J'ai compris que le constat était quand même mitigé, que la dégradation pour le moment du contexte. On avait entendu que avec la guerre en Ukraine, il y allait avoir une augmentation exponentielle des cyberattaques, et au final, le constat après plusieurs années de guerre est quand même mitigé. On n'a pas vu cette augmentation qu'on nous avait prédit. Un deuxième aspect de ces scénarios, c'est surtout le scénario 2 dans lequel que j'ai mentionné, nous encourage en fait à nous interroger aussi sur l'autonomie stratégique de l'Europe. C'est la sécurisation, mais un peu à quel prix? Pour rappel, ce scénario 2, c'est le scénario où la sécurisation est pilotée par les big tech américaines. Et donc justement sur l'autonomie stratégique de l'Europe sur ces questions cyber, et surtout les risques de dépendance accrue pour les entreprises envers les fournisseurs américains de solutions cyber. Et donc un peu la dernière question que j'ai envie de te poser, Arthur, c'est de ton point de vue, où en sommes-nous concernant le développement d'une autonomie stratégique européenne dans le domaine cyber? Alors, je vais peut-être aller un peu au-delà du domaine cyber, parce que c'est le domaine numérique au sens large, et qu'il y a beaucoup d'interactions entre la partie numérique et cyber. En l'occurrence, je pense qu'aujourd'hui, il y a des bonnes initiatives qui existent, notamment au niveau français. C'est le sujet, le domaine que je maîtrise un peu le mieux, moins que le reste de l'Europe, mais typiquement sur le sujet du cloud dont je parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, avec Thales, on a développé cette entité, donc Sens, qui vise justement à résoudre la problématique de la souveraineté, tout en n'étant pas dogmatique sur le fait que aujourd'hui on a des concurrents aux États-Unis notamment qui sont largement en avance sur nous sur certains domaines techniques, et les laisser de côté juste de par leur nationalité, si je puis dire, ça serait se mettre des bâtons dans les roues en fait pour pouvoir nous-mêmes développer nos propres compétences. Donc la question c'est comment on réussit à faire en sorte, en travaillant évidemment avec nos alliés, nos alliés notamment américains, de faire en sorte de développer notre propre gamme de produits, notre propre gamme de services. Et c'est tout un enjeu. Je sais qu'aujourd'hui, il y a différentes entreprises qui peuvent proposer des solutions un peu alternatives, je ne vais pas dire divergentes, mais typiquement DocaPost, qui développe son propre cloud en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, je ne me rappelle plus, je suis désolé. Voilà, donc c'est une approche qui est un peu différente de celle de Thales. L'important, je pense, c'est effectivement de ne pas être dogmatique, mais de s'assurer qu'on mette en place les bons niveaux de contrôle, de sécurité pour s'assurer de notre autonomie, pour éviter des coûts comme la NSA qui écoute les Européens. C'est ce qu'on a pu apprendre à nos dépens, et on veut surtout s'en prémunir
pour tout à chacun, mais évidemment pour des questions de secret industriel de nos industriels européens. Donc effectivement, il y a des bonnes pratiques, il y a des initiatives qui vont dans le bon sens. En revanche, aujourd'hui, il y a un vrai sujet qui est plutôt au niveau européen, en l'occurrence, et notamment sur le sujet du cloud, puisque aujourd'hui, la sécurité va être très liée au cloud, puisqu'on a une numérisation ou en tout cas une cloudification des usages aujourd'hui qui est galopante. Et aujourd'hui, alors que certains acteurs comme DocaPost ou Thales essayent de fournir des solutions, des services qui vont être complètement non affectés par l'extraterritorialité du droit américain, qui est un des gros enjeux, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'Europe perd un peu en ambition, si je puis dire, sur ce sujet-là, et tend justement à simplifier les démarches pour être accrédité à l'équivalent de SecNumCloud au niveau français, ce qui pour moi est une vraie problématique, un vrai enjeu dans le futur pour pouvoir s'assurer à la fois de notre autonomie stratégique, mais aussi pour pouvoir assurer, j'ai envie de dire, des parts de marché suffisantes, une forme de protectionnisme aussi de nos entreprises en Europe, entre Européens. Oui, c'est super parce qu'avec ce que tu viens de dire, Arthur, un peu la boucle est bouclée. Je mentionnais que dans notre situation désirable, le plus important, c'était une ambition politique. Et là, tu viens de le dire que peut-être que cette ambition politique, en tout cas en ce qui concerne l'autonomie stratégique de l'Europe, est encore est mitigée et pas encore au rendez-vous, alors qu'elle est nécessaire pour une sécurisation accrue de l'espace numérique. Et donc c'est justement, cette question de l'autonomie stratégique, c'est super. Cette dernière question, elle nous permet de faire le lien avec une autre question du rapport d'orientation stratégique 2024, qui est la question 4. Que faire pour développer une véritable autonomie stratégique européenne dans le domaine du numérique? Et donc c'est une question qui sera traitée dans un futur podcast du SIGREF. Et donc avec ça, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je tiens à te remercier, Arthur, d'avoir ouvert le bal de ces podcasts consacrés au rapport d'orientation stratégique 2024. Donc je tiens à rappeler qu'il y aura 4 autres podcasts qui seront réalisés sur le même format, avec d'autres intervenants identifiés par l'équipe SIGREF pour venir nous parler des autres thématiques, des autres questions stratégiques abordées dans notre rapport de prospective. À bientôt. Merci.